Imagine un instant que tu prononces certains mots, des mots simples, presque anodins, et que quelque chose se passe dans l'esprit de l'autre. Pas quelque chose de magique, pas quelque chose de manipulatoire, mais quelque chose de profondément humain, une résonance, un écho, comme si ces mots touchaient une corde intérieure que l'autre personne n'avait pas consciente de porter. C'est de cela que je voudrais te parler aujourd'hui. De ces mots qui traversent les défenses et qui contournent les résistances, qui parlent directement à cette partie de nous que l'on appelle l'inconscient. Et je voudrais aussi te parler de ce que cela révèle de toi, de celui qui les prononce, parce que les mots que l'on choisit ne sont jamais neutres. Ils disent quelque chose de notre monde intérieur, de nos besoins, de nos peurs, de nos désirs les plus profonds. Je sais que ce souhait peut sembler mystérieux au premier abord, peut-être même un peu inquiétant. Parce que l'on associe souvent l'idée d'influencer à l'inconscient de quelqu'un à des pratiques douteuses, à de la manipulation, à quelque chose que l'on voudrait faire dans l'ombre. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est de quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus courant que tu ne le crois. C'est de la connexion authentique. C'est de la façon dont les êtres humains se rejoignent, se reconnaissent, se cherchent les uns les autres, même quand la raison dit non. Même quand la logique résiste, même quand une partie d'eux voudrait rester à distance. Parce que l'inconscient, lui, ne ment pas. L'inconscient cherche ce dont il a besoin. Et certains mots, certaines façons de parler, certaines manières d'être présent dans une conversation activent quelque chose dans cet espace profond, quelque chose qui dépasse la volonté consciente. Tu as peut-être vécu cela, tu as peut-être rencontré quelqu'un, et sans savoir vraiment pourquoi tu as eu envie de rester près de cette personne. Ou tu as entendu quelqu'un parler et ces mots t'ont touché d'une façon que tu n'arrivais pas à expliquer. Ou à l'inverse, quelqu'un t'a dit exactement ce que tu voulais entendre et pourtant quelque chose en toi restait méfiant, distant, fermé. Pourquoi ? Parce que l'inconscient perçoit ce que la conscience ne voit pas encore. Il perçoit l'authenticité, la sincérité, l'intention réelle derrière les mots. C'est ce voyage que je te propose aujourd'hui. Un voyage dans les profondeurs du langage, de la psychologie des relations et de ce que cela révèle de toi. Prends le temps de t'installer confortablement. Laisse-toi porter par ce que tu vas s'entendre. Et sois prêt à te découvrir un peu plus à travers ce que les mots que tu choisis disent de toi. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que l'on oublie souvent dans notre façon de communiquer. La plupart du temps, quand on parle à quelqu'un, on parle à sa conscience, on lui donne des arguments, des informations, des explications, on essaie de convaincre, de persuader, de démontrer. Et cette approche a sa valeur, bien sûr, mais elle a aussi ses limites, parce que la conscience, elle peut résister, elle peut analyser, critiquer, rejeter, elle a des filtres, des défenses, des préjugés. Elle peut dire non même quand le cœur voudrait dire oui. L'inconscient lui fonctionne différemment, il ne raisonne pas de la même façon, il ne suit pas la logique linéaire de la pensée consciente. Il fonctionne par association, par image, par émotion, par résonance, et il est constamment actif, même quand on ne lui parle pas directement. Même quand on croit qu'une conversation est purement rationnelle, l'inconscient de l'autre est en train d'écouter. Il écoute le ton de la voix, le rythme des mots, les silences, les hésitations, les choix de vocabulaire. Il écoute tout ce qui n'est pas dit. Alors quand on comprend cela, quand on comprend que chaque conversation se déroule simultanément sur deux niveaux, le niveau conscient et le niveau inconscient, on commence à voir les choses différemment. On commence à comprendre pourquoi certaines personnes nous attirent irrésistiblement, même si on n'a pas encore trouvé les mots pour expliquer pourquoi. Et on commence à comprendre pourquoi certains mots, certaines phrases, certaines façons de parler ont un pouvoir particulier. Laisse-moi te donner un exemple très simple. Imagine deux personnes qui veulent exprimer la même chose à quelqu'un qu'elles aiment. La première dit « je t'aime, mais tu devrais changer ». La seconde dit « je t'aime et je crois à ce que tu peux devenir ». Ces deux phrases discernent quelque chose de similaire en apparence, elles expriment toutes les deux de l'amour et une forme d'attente, mais leur effet sur l'inconscient est radicalement différent. La première phrase, avec ce petit mot « mais » efface tout ce qui précède. L'inconscient attend « tu n'es pas assez bien tel que tu es ». La seconde phrase, avec ce mot « être », crée une alliance. L'inconscient attend « je suis avec toi, je te fais confiance, tu as de la valeur ». Un seul mot, 3 lettres, et pourtant l'effet sur l'inconscient est complètement différent. C'est cela, le pouvoir des mots secrets. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des choix de langage qui parlent à la partie profonde de l'autre, celle qui ressent avant de penser, celle qui sait avant de comprendre. Et maintenant, voici la question qui m'intéresse vraiment. Pourquoi certaines personnes utilisent naturellement ces mots qui touchent l'inconscient des autres et d'autres non? Qu'est-ce que cela révèle de soi?
parce que je crois profondément que la façon dont on parle aux autres est un miroir de notre propre monde intérieur. Elle révèle notre niveau de conscience émotionnelle, notre rapport à nous-mêmes, nos blessures non guéries, nos besoins non exprimés. Quelqu'un qui a appris à parler avec bienveillance, avec empathie, avec cette capacité à toucher l'inconscient de l'autre de façon positive, c'est souvent quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même, qui a appris à se connaître, à reconnaître ses propres émotions, à comprendre ses propres mécanismes intérieurs. Parce que pour parler à l'inconscient de l'autre, il faut d'abord avoir appris à écouter le sien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce voyage vers un langage plus profond, plus authentique, plus connecté, est en réalité un voyage vers soi-même. C'est un voyage de développement personnel, de connaissance de soi, de guérison intérieure. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle les mots qui ouvrent. Ce sont des mots, des phrases, des façons de s'exprimer qui créent une ouverture dans l'esprit de l'autre, qui abaissent les défenses, et non pas pour manipuler, mais pour créer un espace de véritable rencontre. Ces mots existent et ils sont accessibles à tous. Mais pour les utiliser de façon authentique, il faut d'abord comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils fonctionnent. Le premier type de mots qui ouvre, ce sont les mots de reconnaissance. Reconnaître quelqu'un, ce n'est pas simplement lui dire qu'il a raison ou qu'il est bien. C'est lui dire « je te vois, je vois ce que tu ressens, je vois ce que tu traverses ». Et cette reconnaissance, elle parle directement à l'inconscient. Parce que l'un des besoins les plus profonds de l'être humain, c'est d'être vu, d'être reconnu, d'exister dans le regard de l'autre. Pense à quelqu'un dans ta vie qui t'a déjà dit « je comprends que c'est difficile pour toi » ou « je vois à quel point tu te basses » ou encore « ce que tu ressens c'est tout à fait normal ». Est-ce que tu te souviens de l'effet que ces mots t'ont eu sur toi? Est-ce que tu te souviens de ce sentiment de soulagement, de cette impression que quelque chose se détendait en toi? C'est l'inconscient qui répondait. C'est cette partie profonde de toi qui se sentait enfin vue, enfin comprise, enfin sécurité. Et maintenant, pense à la façon dont toi, tu parles aux autres. Est-ce que tu utilises ces mots de reconnaissance? Est-ce que tu prends le temps de dire à ceux que tu aimes « je te vois, je comprends ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est réel et important » Ou est-ce que tu passes directement aux solutions, aux conseils, aux explications? Parce que cette tendance à aller directement aux solutions, sans prendre le temps de la reconnaissance, elle révèle quelque chose. Elle révèle souvent une difficulté à rester dans l'inconfort émotionnel de l'autre. Elle révèle parfois une peur de ses propres émotions projetées dans la relation avec l'autre. Je me souviens d'un patient, appelons-le Thomas, qui venait me voir parce qu'il avait du mal à maintenir des relations profondes. Il était intelligent, attentionné, généreux. Mais les gens autour de lui finissaient toujours par se sentir incompris. En travaillant avec lui, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Thomas avait appris très jeune à résoudre les problèmes plutôt qu'à les ressentir. Dans sa famille, les émotions étaient vite balayées au profit de l'action. Quand il était triste, on lui disait « Allez, arrête de pleurer et fais quelque chose ». Quand il avait peur, on lui disait « N'y pense plus, occupe-toi ». Et Thomas avait intégré cette façon de faire. Il avait appris que les émotions étaient des obstacles à surmonter, pas des expériences à traverser. Alors quand les gens autour de lui exprimaient leurs difficultés, il passait immédiatement en mode résolution de problèmes, il proposait des solutions, des plans d'action, des stratégies. Et les autres se sentaient incompris, pas parce que Thomas ne s'intéressait pas à eux, mais parce qu'il ne leur donnait pas ce dont leur inconscient avait besoin en premier, la reconnaissance, la validation de leur expérience émotionnelle. Le travail avec Thomas a consisté à lui apprendre à faire une pause avant de proposer des solutions, à rester quelques instants dans l'espace émotionnel de l'autre, à dire « je t'entends, ce que tu ressens c'est important » avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Et les changements dans ces relations étaient remarquables. Pas parce qu'il était devenu quelqu'un de différent, mais parce qu'il avait appris à parler à l'inconscient de ceux qu'il aimait. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre et à comprendre tes relations, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Continuons, le deuxième type de mots qui ouvre, ce sont les mots de permission. Ces mots sont extraordinairement puissants et pourtant on les utilise rarement. Les mots de permission, ce sont des façons de dire à l'autre « tu as le droit ». Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir besoin de ce dont tu as besoin. Tu as le droit d'être là où tu en es. Dans notre culture, nous avons souvent appris que certaines émotions ne sont pas acceptables. La colère est mauvaise, la tristesse est faible, la peur est honteuse, la jalousie est lade. Et alors, quand ces émotions surgissent en nous, une partie de nous les réprime, les cache, les nie.
Et cette répression crée une tension intérieure, un conflit entre ce que l'on ressent vraiment et ce que l'on croit devoir ressentir. Quand quelqu'un nous dit « tu as le droit d'être en colère », c'est normal d'avoir peur dans cette situation, ta tristesse est légitime, quelque chose se libère en nous. L'inconscient reçoit un message de sécurité. Il peut enfin laisser sortir ce qu'il retenait, et cette libération crée un lien profond avec la personne qui a prononcé ces mots. Parce que cette personne nous a donné quelque chose de précieux, la permission d'être humain. Pense à quelqu'un dans ta vie que tu aimerais soutenir en ce moment, quelqu'un qui traverse une période difficile. Au lieu de lui dire « courage, ça va aller », ou « tu es fort, tu vas s'y arriver », essaye de lui dire « c'est normal de se sentir comme ça dans une telle situation. Tu as le droit de ne pas aller bien en ce moment. Je suis là, quoi qu'il arrive, et observe ce qui se passe, observe comment l'autre se détend, comment quelque chose change dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de te parler. » Mais voilà ce que cela révèle de toi. Si tu as du mal à donner cette permission aux autres, si tu te surprends à vouloir minimiser leurs émotions, à leur dire que ce n'est pas si grave, à les pousser vers la solution avant qu'ils aient eu le temps de ressentir, demande-toi, est-ce que je me donne cette permission à moi-même? Est-ce que j'ai le droit, dans mon monde intérieur, d'être triste, d'avoir peur, d'être en colère, ou est-ce que je m'impose à moi-même les mêmes injonctions que j'impose aux autres? Parce que la façon dont on parle aux autres est souvent un reflet de la façon dont on se parle à soi-même. Et si l'on apprend à se donner cette permission intérieure, à accueillir ses propres émotions avec bienveillance plutôt qu'avec jugement, alors naturellement, spontanément, on commence à parler différemment aux autres. On commence à utiliser ces mots de permission, non pas comme une technique, mais comme une expression authentique de sa propre relation à soi-même. Le troisième type de mots qui ouvre, ce sont les mots de présence. Et ceux-là, je les trouve particulièrement beaux. Les mots de présence, ce sont des façons de dire à l'autre « je suis là », pas juste physiquement, pas juste avec une partie de mon attention, vraiment là, complètement là, avec toi. Dans notre monde de distraction permanente et de notifications d'urgence constante, la présence véritable est devenue rare. Et précisément parce qu'elle est rare, elle est devenue extraordinairement précieuse. Quand quelqu'un nous offre sa présence complète, l'inconscient le perçoit immédiatement. Il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère de la conversation. Un espace se crée. Un espace où l'on peut être soi-même sans performance, sans masque. Les mots de présence ne sont pas forcément des mots longs ou compliqués. Parfois, c'est simplement « je t'écoute, dis-moi tout » ou « je ne suis nulle part ailleurs qu'ici avec toi en ce moment » ou même parfois un simple silence accompagné d'un regard attentif et bienveillant. Parce que la présence, ce n'est pas seulement une question de mots. C'est une qualité d'être, une façon d'habiter l'instant avec l'autre. Et là encore, ce que cela révèle de toi est profond. Ta capacité à être présent pour les autres est directement liée à ta capacité à être présent à toi-même. Si ton esprit est constamment dans le passé ou dans le futur, si tu es toujours en train de planifier, d'analyser de tes souvenirs, tu auras du mal à offrir cette présence pleine à ceux qui t'entourent. Pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu n'as pas encore appris à habiter le moment présent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré dans ma propre vie. J'ai longtemps été quelqu'un qui pensait en permanence, qui analysait, qui planifiait, qui anticipait, et cette activité mentale constante m'empêchait d'être vraiment là avec les autres. Je pouvais écouter quelqu'un en étant physiquement présent, mais une partie de moi était ailleurs en train de formuler une réponse, en train de faire des connexions intellectuelles, en train de penser à ce que j'allais dire ensuite. Et les gens le sentaient, pas toujours consciemment, mais leur inconscient le percevait. Apprendre à ralentir, à me poser, à laisser les pensées passer sans les suivre, à revenir à l'instant présent, à l'autre qui est là devant moi, ça a transformé la qualité de mes conversations. Pas parce que je suis devenu plus intelligent ou plus compétent, mais parce que je suis devenu plus présent. Et la présence, c'est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un. Faisons une pause dans notre exploration pour aborder quelque chose de très important. Nous avons parlé des mots qui ouvrent l'inconscient de l'autre. Mais je veux maintenant te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi l'inconscient cherche même quand la conscience résiste ? Tu as peut-être vécu cela. Tu as décidé de ne plus penser à quelqu'un et tu ne penses qu'à lui. Tu as décidé de ne plus avoir besoin d'une certaine relation et tu la cherches partout. Tu t'es convaincu que tu n'avais pas besoin de reconnaissance et pourtant chaque manque de reconnaissance te blesse profondément. C'est l'inconscient qui parle. C'est lui qui dit « je cherche ce dont j'ai besoin », quoi que tu décides consciemment.
L'inconscient ne se laisse pas convaincre par des arguments logiques. Il ne comprend pas les décisions rationnelles. Il fonctionne sur la base des besoins fondamentaux, des expériences émotionnelles passées, des schémas appris dans l'enfance. Et il cherche toujours à satisfaire ses besoins fondamentaux, même de façon détournée, même de façon qui semble irrationnelle ou contradictoire. C'est pour cela que l'on retourne parfois vers des relations qui nous font du mal. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la stupidité. C'est l'inconscient qui cherche à guérir une vieille blessure, qui espère que cette fois, la fin de l'histoire sera différente. C'est l'inconscient qui cherche à obtenir ce qu'il n'a pas eu, ce dont il a manqué, ce qu'il a appris à associer à l'amour. Et c'est pour cela que certains mots, certaines façons d'être, certaines présences attirent l'inconscient de l'autre même quand il ne veut pas. Pas parce qu'ils manipulent, mais parce qu'ils répondent à quelque chose de profond, à un besoin réel, à une aspiration fondamentale. L'inconscient reconnaît ce dont il a besoin et il se tourne vers cela, même si la conscience résiste, même si la raison dit non, même si la peur dit stop. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu sens que ce voyage dans les profondeurs du langage et de l'inconscient t'a apporté quelque chose de précieux, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Tes retours m'aident à continuer à créer du contenu qui te touche vraiment. Parlons maintenant de quelque chose de plus spécifique, parlons des mots qui activent l'attachement. Parce que l'attachement, c'est l'un des mécanismes les plus puissants de l'inconscient humain. Nous sommes des êtres d'attachement, nous avons besoin de liens, de connexions, de relations qui durent. Et certains mots, certaines façons d'être activent ce système d'attachement d'une façon particulièrement profonde. La théorie de l'attachement développée par John Bowlby et enrichie par de nombreux chercheurs depuis nous dit que nos façons de nous attacher aux autres sont largement déterminées par nos premières expériences relationnelles. Si dans notre enfance nous avons eu des figures d'attachement disponibles, sensibles, cohérentes, nous avons développé un attachement sécure. Nous sommes à l'aise avec la proximité, nous faisons confiance aux autres, nous ne craignons pas l'abandon. Mais si nos figures d'attachement étaient imprévisibles, absentes ou envahissantes, nous avons développé des styles d'attachement moins sécures, anxieux, évitants ou désorganisés. Et ces styles d'attachement influencent profondément la façon dont nous répondons aux mots des autres, dont nous interprétons leur comportement, dont nous nous lions ou nous éloignons. Quelqu'un avec un attachement anxieux, par exemple, sera particulièrement sensible aux mots de réassurance. Les mots qui lui disent « je suis là, je ne vais pas partir, tu comptes pour moi » activeront son système d'attachement de façon intense. Son inconscient cherche constamment cette réassurance parce qu'il a appris que la présence de l'autre n'est pas garantie. Quelqu'un avec un attachement évitant, au contraire, sera sensible aux mots qui respectent son espace, son autonomie, sa liberté. Les mots qui lui disent « je t'apprécie tel que tu es, je ne cherche pas à te changer, tu peux être toi-même avec moi » parleront à son inconscient d'une façon particulière. Parce que son inconscient a appris à se protéger de la dépendance, à maintenir une distance de sécurité. Et voilà ce que cela révèle de toi. Ton style d'attachement influence non seulement la façon dont tu réponds aux mots des autres, mais aussi les mots que tu choisis d'utiliser. Si tu as un attachement anxieux, tu utiliseras peut-être beaucoup de mots de réassurance parce que ce sont les mots dont toi tu as besoin. Si tu as un attachement évitant, tu utiliseras peut-être des mots qui maintiennent une certaine distance parce que la proximité te fait peur. Comprendre son style d'attachement, c'est comprendre une partie essentielle de son fonctionnement relationnel. C'est comprendre pourquoi on réagit de telle façon à tel mot. Pourquoi certaines phrases nous touchent profondément et d'autres nous laissent indifférents, pourquoi certaines présences nous attirent irrésistiblement et d'autres nous mettent mal à l'aise. Je pense à Marie, une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Elle avait un attachement anxieux développé dans une enfance où sa mère était souvent absente émotionnellement, présente physiquement, mais loin intérieurement. Marie avait appris que l'amour était quelque chose d'incertain, qu'il pouvait disparaître sans prévenir, et dans ses relations adultes, elle cherchait constamment des signes de cet amour, des confirmations, des preuves. Ce qui était fascinant, c'est qu'elle était particulièrement attirée par des personnes qui avaient justement du mal à exprimer leurs sentiments. Des personnes distinctes, peu démonstratives, qui donnaient peu de réassurance, et cette attraction n'était pas un hasard. Son inconscient cherchait à rejouer le scénario de son enfance dans l'espoir de le résoudre différemment. Dans l'espoir que cette fois elle réussirait à obtenir l'amour de quelqu'un qui ne le donnait pas facilement. Le travail avec Marie a consisté à comprendre ce mécanisme, à le nommer, à l'observer sans jugement.
Et progressivement, elle a commencé à reconnaître les mots qui parlaient vraiment à son inconscient, les mots de disponibilité, de constance, de présence réelle, et à choisir des relations où ces mots étaient présents naturellement sans qu'elle ait à les arracher. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle montre que comprendre les mots qui touchent notre inconscient n'est pas seulement utile pour parler aux autres. C'est aussi extraordinairement utile pour comprendre comment on réagit aux mots des autres et pourquoi. C'est un outil de connaissance de soi autant qu'un outil de communication. Abordons maintenant un aspect que je trouve particulièrement important et souvent négligé. Les mots que l'on ne dit pas, le silence comme langage de l'inconscient. Parce que dans une conversation, ce qui n'est pas dit a parfois autant de poids qu'est-ce qui est dit. L'inconscient de l'autre perçoit les absences, les non-dits, les sujets évités, les mots retenus. Pense à quelqu'un qui te parle de son travail pendant une heure entière sans jamais mentionner sa famille. Ou quelqu'un qui te décrit une situation difficile sans jamais parler de ses propres émotions. Ou quelqu'un qui répond à toutes tes questions sauf une. Ces absences parlent. Elles disent quelque chose sur ce qui est douloureux, ce qui est protégé, ce qui est encore trop fragile pour être nommé. Et dans l'autre sens, les mots que toi tu retiens, les choses que tu n'osais pas dire, révèlent tes propres zones de vulnérabilité. Qu'est-ce que tu n'osais pas dire à ceux que tu aimes ? Qu'est-ce que tu retiens ? Par peur du rejet, par peur de blesser, par peur de paraître faible, ces retenues sont des informations précieuses sur toi-même. Elle te montre où tu as encore peur, où tu te protèges encore, où tu n'as pas encore osé être complètement toi-même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase qui m'a été dite un jour par un ami et qui m'a marqué profondément. Les mots que tu n'osais pas dire sont ceux qui ont le plus besoin d'être entendus. Pas nécessairement par l'autre, parfois d'abord par toi-même, parfois il s'agit simplement de reconnaître en soi ce que l'on n'a pas osé nommer. Et cette reconnaissance intérieure, ce fait de se dire à soi-même ce que l'on n'a pas dit aux autres, peut être un acte de guérison profonde. Je t'invite à faire un petit exercice intérieur maintenant, pendant que tu m'écoutes. Pense à une relation importante dans ta vie et demande-toi, qu'est-ce que je n'ai jamais dit à cette personne ? Qu'est-ce que j'aurais tiens ? Qu'est-ce que j'aurais voulu dire mais que je n'ai pas dit ? Et demande-toi ensuite, qu'est-ce que cela révèle de moi ? Quelle peur, quel besoin, quelle blessure se cache derrière ce silence ? Ce n'est pas un exercice facile, il peut faire surgir des choses inconfortables, mais il est extraordinairement révélateur. Et parfois, simplement le fait de reconnaître intérieurement ce que l'on n'a pas osé dire suffit à créer un changement, pas forcément le changement de dire les choses à l'autre, bien que cela puisse venir. Mais le changement intérieur de se connaître un peu mieux, de se comprendre un peu plus, de se réconcilier avec une partie de soi que l'on avait mise de côté. Continuons notre exploration avec quelque chose que j'appelle les mots qui guérissent, parce que je crois profondément que le langage a un pouvoir de guérison. Pas de façon magique, pas en remplaçant le travail thérapeutique quand il est nécessaire. Mais dans nos conversations quotidiennes, dans nos relations ordinaires, certains mots ont le pouvoir de réparer quelque chose, de consoler quelque chose, de nourrir quelque chose dans l'inconscient de l'autre. Les mots qui guérissent sont souvent les mots qui nomment. Nommer une émotion, c'est lui donner une existence, une réalité, une légitimité. Quand on dit à quelqu'un « tu sembles les épuiser » ou « je sens qu'il y a quelque chose qui te pèse », on lui offre un miroir, on lui dit ce que tu ressens c'est visible et réel, reconnu. Et cette reconnaissance a un effet apaisant sur l'inconscient. Les recherches en neurosciences ont montré quelque chose de fascinant à ce sujet. Quand on nomme une émotion, l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau qui gère les réponses de peur et de stress, diminue. Nommer l'émotion, c'est littéralement réduire son intensité. C'est comme si le fait de lui donner un nom la rendait moins envahissante, moins menaçante, plus gérable. Et cela fonctionne non seulement quand on nomme ses propres émotions, mais aussi quand on nomme celles de l'autre. Quand on dit à quelqu'un « je vois que tu es sans colère » et c'est compréhensible, on l'aide à mettre des mots sur ce qu'il ressent, ce qui réduit l'intensité de cette émotion et crée un espace pour une conversation plus calme, plus profonde. Mais les mots qui guérissent ne sont pas seulement les mots qui nomment les émotions, ce sont aussi les mots qui racontent une autre histoire. Parce que nous vivons tous dans des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Je suis quelqu'un qui échoue toujours, je ne suis pas aimable, je ne mérite pas d'être heureux, je suis trop sensible, je suis trop exigeant. Ces histoires, souvent apprises dans l'enfance, souvent renforcées par des expériences douloureuses, habitent notre inconscient et influencent profondément notre façon de nous percevoir et de percevoir le monde. Et quand quelqu'un nous dit des mots qui racontent une autre histoire, une histoire où l'on est capable, où l'on est aimable, où l'on mérite d'être heureux, quelque chose peut changer dans l'inconscient. Pas immédiatement, pas magiquement, mais progressivement, comme une graine qui prend du temps à germer. Ces mots créent une alternative à l'histoire que l'on se raconte. Ils ouvrent une possibilité. Ils disaient peut-être que l'histoire que tu te racontes n'est pas la seule version possible.
Je pense à un jeune homme, appelons-le Luca, qui venait me voir avec une profonde conviction qu'il n'était pas intelligent. Cette conviction data de l'école primaire d'un instituteur qu'il avait un jour traité de cancre devant toute la classe. Lucas avait intégré ce jugement, en avait fait une vérité sur lui-même, et pendant des années, cette histoire avait guidé ses choix, ses ambitions, ses relations. Qui l'avait amené à me consulter, c'était une phrase que sa compagne lui avait dite. Elle lui avait dit simplement, spontanément, sans chercher à le soigner, « Tu sais, la façon dont tu analyses les choses me stupéfie parfois. Tu vois des nuances que la plupart des gens ne voient pas. » Cette phrase simple, dite avec sincérité, avait créé une fissure dans l'histoire que Lucas se racontait. Pas une révolution immédiate, mais une fissure. Un doute dans le doute. Une question, et si l'histoire que je me raconte n'était pas vraie, c'est le pouvoir des mots qui guérissent. Ils ne forcent pas le changement, ils n'imposent pas une nouvelle vérité. Ils ouvrent simplement une possibilité, ils disent peut-être que tu es différent de l'image que tu as de toi-même, et parfois cette ouverture est tout ce dont l'inconscient a besoin pour commencer à se transformer. Si ce voyage intérieur te parle, si tu sens que ces réflexions t'aident à mieux comprendre tes relations et toi-même, je t'invite à laisser un like et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien me permet de continuer à créer du contenu qui va en profondeur. Parlons maintenant de quelque chose qui peut sembler paradoxal au premier abord. Parfois, les mots qui touchent le plus profondément l'inconscient de l'autre ne sont pas des mots de douceur ou de réassurance. Parfois, ce sont des mots de vérité. Des mots qui disent quelque chose que l'autre n'a pas encore osé s'avouer à lui-même. Il y a une différence fondamentale entre la vérité bienveillante et la critique blessante. La critique blessante dit « tu es comme ça et c'est un problème ». La vérité bienveillante dit « je vois quelque chose en toi que peut-être tu ne vois pas encore et je te le dis parce que je tiens à toi ». La première ferme l'autre sur lui-même, le met sur la défensive, active ses mécanismes de protection. La seconde ouvre quelque chose, crée un espace de réflexion, invite l'autre à se regarder différemment. L'inconscient perçoit cette différence, il perçoit l'intention derrière les mots. Et quand l'intention est bienveillante, quand les mots de vérité sont dits avec amour et non avec jugement, l'inconscient peut les recevoir d'une façon qui serait impossible si ces mêmes mots étaient dits avec hostilité ou avec mépris. C'est quelque chose que les grands thérapeutes, les grands enseignants, les grands leaders ont compris. Ils savent dire des vérités difficiles d'une façon qui libère plutôt que d'une façon qui blesse. Ils savent pointer vers quelque chose que l'autre doit voir sans lui donner l'impression d'être attaqué, sans déclencher ses défenses. Et cette capacité, encore une fois, révèle quelque chose de profond sur celui qui parle. Elle révèle sa propre relation à la vérité, sa propre capacité à être honnête avec lui-même, sa propre façon d'habiter l'inconfort de la réalité. Quelqu'un qui a peur de sa propre vérité intérieure aura du mal à dire des vérités bienveillantes aux autres. Il sera soit dans l'évitement, disant toujours ce que l'autre veut entendre pour éviter le conflit, soit dans l'agression, utilisant la vérité comme une arme pour blesser. Mais quelqu'un qui a appris à regarder sa propre réalité avec bienveillance et honnêteté, qui a appris à s'accepter tel qu'il est tout en voulant grandir, celui-là peut offrir cette même qualité de regard aux autres. Voilà pourquoi je reviens toujours à la même idée fondamentale dans tout ce que j'explore. La qualité de notre relation aux autres est le reflet de la qualité de notre relation à nous-mêmes. Les mots que l'on dit aux autres, la façon dont on les dit, l'intention qu'on y met, tout cela parle de notre monde intérieur. Et si l'on veut améliorer la qualité de ces relations, le chemin passe inévitablement par une meilleure connaissance de soi, une plus grande acceptation de soi, une relation plus honnête et plus bienveillante avec sa propre réalité intérieure. Je voudrais maintenant te parler d'un aspect très concret de tout cela. Comment apprendre à utiliser ces mots qui parlent à l'inconscient de façon authentique. Pas comme une technique, pas comme une stratégie, mais comme une expression naturelle de qui l'on est et de ce que l'on ressent. La première chose et la plus importante, c'est de ralentir. Dans nos conversations quotidiennes, nous allons souvent trop vite, nous répondons avant d'avoir vraiment entendu, nous parlons avant d'avoir vraiment réfléchi, nous donnons des solutions avant d'avoir vraiment compris ce que l'autre ressent. Ralentir, c'est se donner le temps d'écouter vraiment, d'observer vraiment, de sentir vraiment ce qui se passe dans l'espace entre soi et l'autre. La deuxième chose, c'est de développer ce que j'appelle l'écoute du troisième niveau. Il y a l'écoute du premier niveau, celle où l'on entend les mots. Il y a l'écoute du deuxième niveau, celle où l'on comprend le sens. Et il y a l'écoute du troisième niveau, celle où l'on perçoit l'émotion, le besoin, l'intention qui se cache derrière les mots. C'est cette écoute-là qui permet de répondre à ce que l'autre ressent vraiment, et non seulement à ce qu'il dit. Pour développer cette écoute, il faut pratiquer la présence.
Il faut apprendre à poser ses propres pensées, ses propres préoccupations, ses propres jugements pour être vraiment disponible à ce que l'autre exprime. C'est un exercice qui demande de la pratique, qui demande de la discipline intérieure, mais les résultats sur la qualité de ces relations sont extraordinaires. La troisième chose, c'est de cultiver la curiosité bienveillante. Plutôt que de supposer que l'on sait ce que l'autre ressent ou ce dont il a besoin, prendre l'habitude de poser des questions ouvertes et de vouloir vraiment comprendre, d'être surpris par l'autre plutôt que de le réduire, à l'image que l'on a de lui. La curiosité bienveillante dit à l'inconscient de l'autre « tu m'intéresses, tu es plus que ce que je crois savoir de toi, je veux te découvrir encore ». Et la quatrième chose, peut-être la plus profonde, c'est de travailler sur soi-même. Parce que tous les outils de communication, toutes les techniques de langage, tous les modes qui ouvrent l'inconscient sont infiniment plus efficaces quand ils viennent d'un espace intérieur de paix, de clarté et d'authenticité. Un mot dit avec une vraie présence et une vraie bienveillance vaut infiniment plus que 10 mots dits avec technique mais sans sincérité. L'inconscient de l'autre perçoit la différence. Il perçoit si tu es vraiment là ou si tu joues un rôle, il perçoit si tu te soucies vraiment de lui ou si tu cherches quelque chose pour toi. Il perçoit si ta bienveillance est authentique ou si elle est une façade. Et en fonction de ce qu'il perçoit, il s'ouvre ou se ferme, il cherche ou il fuit. Alors le travail le plus important, c'est le travail intérieur. C'est apprendre à se connaître, à se comprendre, à se réconcilier avec ses propres contradictions, ses propres peurs, ses propres besoins. C'est apprendre à se parler à soi-même avec la même bienveillance que l'on voudrait offrir aux autres. C'est cultiver cette qualité de présence à soi-même qui se traduit naturellement en présence à l'autre. Je voudrais te parler maintenant de quelque chose qui me touche profondément. De la façon dont les mots que l'on dit à quelqu'un peuvent continuer à vivre en lui longtemps après que la conversation est terminée. Longtemps après que l'on s'est séparé, parfois toute une vie. Tu te souviens certainement de mots qui t'ont été dits et qui t'ont marqué. Peut-être des mots blessants, des mots qui ont laissé une trace douloureuse. Mais peut-être aussi des mots qui t'ont porté, qui t'ont donné confiance, qui t'ont aidé à traverser une période difficile. Ces mots vivent dans ton inconscient. Ils font partie de ta façon de te voir, de te comprendre, de te raconter. Un professeur qui dit à un enfant « Tu as quelque chose de spécial, je crois en toi » peut changer le cours d'une vie. Un parent qui dit à son enfant « Tu as le droit d'être toi-même, je t'aime tel que tu es » lui offre une fondation de sécurité intérieure qui le portera toute sa vie. Un ami qui dit au moment juste « Je suis là, quoi qu'il arrive » peut être la bouée de sauvetage qui empêche quelqu'un de se noyer. Et à l'inverse, des mots dits avec légèreté, sans conscience de leur poids, peuvent laisser des traces profondes. Un commentaire dépréciatif dit un passant, une comparaison douloureuse. Un rejet exprimé avec des mots qui semblaient anodins mais qui ont touché quelque chose de fragile. Ces mots aussi vivent dans l'inconscient. Ils alimentent des croyances limitantes, des peurs, des schémas répétitifs. C'est pour cela que je crois profondément à la responsabilité du langage, non pas une responsabilité paralysante qui nous ferait paisser chaque mot avant de le prononcer. Mais une responsabilité consciente, une attention à ce que nos mots font dans l'autre, une sensibilité à leur poids, à leur portée, à leur durée de vie. Parce que les mots ne disparaissent pas quand on arrête de parler. Ils continuaient à résonner, ils continuaient à travailler dans l'inconscient de celui qui les a reçus. Et si l'on comprend cela, si l'on prend conscience du fait que les mots que l'on dit aujourd'hui peuvent continuer à vivre dans l'autre pendant des années, peut-être que l'on choisit ces mots un peu différemment. Peut-être que l'on prend un peu plus soin de ce que l'on dit, pas par peur, mais par amour de l'autre et par amour de la relation que l'on construit avec lui. Je voudrais aborder maintenant une dimension que je trouve fascinante, la façon dont les mots que l'on dit aux autres nous transforment aussi nous-mêmes. Parce que le langage n'est pas seulement un outil de communication vers l'extérieur, il façonne aussi notre propre réalité intérieure. Les mots que l'on dit à voix haute, les mots que l'on se dit intérieurement, les histoires que l'on raconte sur soi et sur le monde, tout cela influence notre façon de percevoir la réalité, notre façon de ressentir, notre façon d'être. Quand on dit à quelqu'un « tu es courageux », on active en soi-même quelque chose. On se connecte à sa propre capacité à reconnaître le courage, à le valoriser, à le nommer. Quand on dit à quelqu'un « je crois en toi », on active sa propre capacité à croire, à faire confiance, à voir le potentiel dans l'autre, et ces activations ont un effet sur notre propre inconscient. Elles renforcent en nous ces qualités que l'on exprime. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes les plus bienveillantes et les plus généreuses dans leurs mots sont souvent aussi les plus épanouies. Pas parce que la générosité est récompensée de façon externe, bien que cela arrive aussi.
mais parce que la générosité dans les mots crée une résonance intérieure, une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on ressent, qui est en elle-même une source de bien-être. A l'inverse, quelqu'un qui utilise constamment des mots de critique, de jugement, de dépréciation vers les autres se fait aussi du mal à lui-même. Il renforce en lui ses schémas de pensée négatifs, il nourrit sa propre tendance au jugement, il crée une atmosphère intérieure de méfiance et d'hostilité qui finit par l'épuiser. Les mots que l'on dit aux autres sont aussi des mots que l'on se dit à soi-même. Et comprendre cela, c'est comprendre une raison supplémentaire de prendre soin de son langage. Non pas par altruisme pur, mais parce que la bienveillance dans les mots est aussi un acte d'amour envers soi-même. Si tu arrives jusqu'ici dans cet épisode, c'est que ces réflexions te parlent vraiment. Je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans la psychologie des relations et la connaissance de soi. Et si tu penses à quelqu'un qui bénéficierait de ces réflexions, partage cet épisode avec lui. Approchons maintenant de la conclusion de ce voyage et je voudrais terminer avec quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui donne un sens à tout ce que nous avons exploré ensemble. Tout ce que nous avons abordé, les mots qui ouvrent, les mots de reconnaissance, les mots de permission, les mots de présence, les mots qui guérissent, la façon dont l'inconscient cherche même quand la conscience résiste. Tout cela convergeait vers une même réalité fondamentale. Nous sommes des êtres de connexion. Nous avons besoin les uns des autres, non pas de façon accessoire, non pas comme un luxe, mais de façon fondamentale, essentielle, vitale. L'inconscient cherche la connexion. Il cherche à être vu, reconnu, compris, aimé. Et quand il trouve ces choses, même dans une conversation brève, même dans un regard échangé, même dans un mot dit au bon moment, quelque chose se nourrit en lui, quelque chose se répare, quelque chose grandit. Et les mots que l'on choisit, la façon dont on parle aux autres, la qualité de présence que l'on apporte dans ces conversations, tout cela est une façon de répondre à ce besoin fondamental. C'est une façon de dire à l'autre, tu n'es pas seul, je te vois, tu comptes. C'est une façon de créer des ponts entre les solitudes, de tisser ces liens invisibles qui font que la vie en commun vaut la peine d'être vécue. Et ce que cela révèle de toi finalement, c'est simplement ton humanité, ta capacité à te connecter, à ressentir, à prendre soin. Tes mots révèlent tes peurs, oui, mais ils révèlent aussi tes forces, ils révèlent tes blessures, mais aussi tes ressources. Ils révèlent ce dont tu as besoin, mais aussi ce que tu as à donner. Et si tu prends le temps de les écouter, ces mots que tu choisis, si tu prends le temps de te demander pourquoi tu dis ce que tu dis, pourquoi tu retiens ce que tu retiens, pourquoi certaines choses sont faciles à exprimer et d'autres impossibles, tu te découvriras, tu te comprendras mieux. Et cette compréhension de toi-même est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, parce que se connaître, c'est se libérer. Se libérer des schémas automatiques, des réactions inconscientes, des peurs héritées, c'est choisir de plus en plus consciemment qui l'on veut être dans ses relations. C'est choisir les mots que l'on veut porter, les histoires que l'on veut raconter, les liens que l'on veut tisser. Je voudrais te laisser avec une image. Imagine que chaque conversation que tu as est un jardin. Les mots que tu y sèmes sont des graines. Certaines graines donnent des fleurs, des arbres, des fruits. D'autres donnent des ronces et des plantes envahissantes. Et le jardinier, c'est toi. C'est toi qui choisis ce que tu sèmes, avec quelle intention, avec quel soin, avec quelle présence. Tu ne peux pas contrôler ce qui pousse dans le jardin de l'autre. Tu ne peux pas décider de ce que tes mots feront à lui, comment ils seront reçus, comment ils seront interprétés. Mais tu peux choisir la qualité de ce que tu sèmes. Tu peux choisir des graines de reconnaissance, de bienveillance, de vérité, de présence. Et même si tu ne vois pas toujours les résultats immédiatement, même si le jardin de l'autre met du temps à répondre, ces graines font leur travail. Elles travaillent dans l'inconscient silencieusement, patiemment, jusqu'à ce que quelque chose germe. Et de la même façon, prends soin du jardin de ta propre conversation intérieure. Les mots que tu te dis à toi-même, les histoires que tu te racontes sur toi-même, les graines que tu sèmes dans ton propre inconscient, tout cela façonne qui tu deviens. Alors choisis avec soin. Choisis des mots de bienveillance envers toi-même. Choisis des histoires qui t'ouvrent plutôt que des histoires qui te ferment. Choisis de te voir avec les mêmes yeux doux et curieux avec lesquels tu voudrais voir les autres. C'est un travail de toute une vie. Personne ne le fait parfaitement. Moi le premier, j'ai mes jours où les mots que je me dis à moi-même sont durs, critiques, impitoyables. J'ai mes jours où je ne suis pas aussi présent que je voudrais l'être dans mes conversations. J'ai mes jours où je passe à côté de quelque chose d'important parce que je suis trop dans ma tête. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est la direction, c'est l'intention. C'est ce mouvement constant, même imparfait, même hésitant, vers plus de conscience, plus de bienveillance, plus de connexion. Et chaque pas dans ces directions, si petit soit-il, a de la valeur.
Chaque mot dit avec un peu plus de soin, chaque conversation abordée avec un peu plus de présence, chaque moment de reconnaissance offert à quelqu'un qui en avait besoin, tout cela compte. Tout cela fait une différence dans la vie de l'autre et dans la tienne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce voyage dans les profondeurs du langage et de l'inconscient, dans la façon dont les mots nous relient les uns aux autres et nous révèlent à nous-mêmes, c'est un voyage que j'aime faire avec toi. Parce que ces questions sur la façon dont on parle, dont on écoute, dont on se connecte, ce sont des questions qui me touchent profondément, qui m'accompagnent depuis longtemps et que je continue d'explorer chaque jour. Si ce contenu t'a été utile, si tu repars avec une réflexion nouvelle, une perspective différente, une petite graine semée dans ton propre jardin intérieur, alors je suis heureux. Je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui cherche à mieux se comprendre, à mieux comprendre ses relations, à trouver dans le langage un outil de connexion plutôt qu'une source de distance. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et prends soin de tes mots.